Alors, si vous êtes venu ici, c'est pas par hasard. C'est parce que vous avez aussi remarqué que la santé et le numérique, il y avait des choses à faire, que l'existant, c'était bien, mais il y avait plein de nouvelles technologies qui pouvaient améliorer tout ça. Et si j'ai choisi cette photo de la Révolution française, c'est pas par chauvinisme, c'est surtout parce que Delacroix, il a représenté la mixité des gens. C'est-à-dire qu'une révolution, ça se fait en rassemblant des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble. Et ben c'est ce qu'on va faire ce week-end. On va essayer de travailler ensemble, des développeurs, des designers, des professionnels de santé, des gens qui normalement ne se voyaient pas. Il y en a qui développaient d'un côté et d'autres qui soignaient les patients. Et tout ça pour améliorer la santé. Alors quand on a eu l'idée de faire cet événement, on pensait faire un petit hackathon, être 50, 100, voilà. Et bien finalement, on est 200. Voilà. Donc merci d'avoir répondu à l'appel. C'est vraiment super pour un premier événement en France. C'est vraiment super. Alors 80 développeurs, 45 professionnels de santé, ça fait un bon ratio. Je pense qu'on va arriver à faire des bonnes équipes. 15 entrepreneurs, personnes de marketing et de communication, une agence de presse, il y a un sociologue. Lorenzo, tu es où? Et oui, on commence à changer les choses, donc il y a des étudiants qui s'intéressent à nous. 20 coachs, 11 juges, et les reporters, on en parlera tout à l'heure, et puis les 12 bénévoles que je vous présenterai. Alors, pour organiser cet événement, je m'appuie sur une association qui s'appelle Alsace Digital. Et pour vous présenter cette association, je vous demande d'accueillir Stéphane Becker, son président. Bonsoir. Alors d'abord je vais faire une photo, c'est parce que c'est les élections en ce moment et j'ai une demande de sub à faire. Voilà, je mettrai ça dans le dossier, merci. Alors, écoutez, je vais essayer de prendre 2 minutes de votre temps pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'Alsace Digital. Alors en fait, Alsace Digital, sous-intitulé « Les pionniers de l'inévitable », en fait c'est une association qui a été montée en 2011. À la base, on trouve beaucoup d'entrepreneurs dans le numérique, et l'idée c'était quoi? C'était de dire que il y a une révolution actuellement qui est apportée par le numérique, et on pense que le numérique est en train de réécrire le monde dans lequel vous vivez. Et qu'on a déjà eu les premières vagues de cette modification, mais que ce n'est que le début. Et que dans les années qui viennent, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être modifiées auprès des gens. Et ça tombe bien, parce que finalement, cette manifestation, donc le Digital Health Camp, s'inscrit en fait typiquement dans ce qu'on pense être ce qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire de plus en plus de numérique qui s'immisce partout. Alors à l'époque, quand Sébastien nous en a parlé, c'est vrai que c'était un peu l'ambiance, on fait des HSXB, pizza bière le soir à coder autour de quelques PC, puis on s'était dit ça va peut-être s'arrêter là. Et finalement, c'est vrai que ça a pris quand même une ampleur de dingue, et je pense que c'est surtout dû au travail de Sébastien, et on pourrait l'applaudir encore un peu. Pas trop, sinon il va choper le melon après. Hein. Alors maintenant, pourquoi le Digital Health Camp? Alors je voulais juste dire un truc, parce que au départ pour moi c'était un projet, vous savez, moi quand on me dit on va rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout de suite ça m'intéresse. Mais là, je dois dire que depuis quelques temps, en fait, ce projet a pris une autre dimension en fait, pour moi, pour une raison assez simple. En fait, il y a environ 2 ans de ça, il y a mon père qui a été diagnostiqué avec un Alzheimer. Et un Alzheimer qui s'est dégradé extrêmement rapidement, avec toutes les conséquences que ça a pour ceux qui n'ont pas connu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tant mieux pour vous, parce que c'est vraiment une saloperie. Et derrière, il y avait ma mère qui essayait de tenir la distance, et c'était extrêmement dur. Elle a commencé à faire une dépression, en fait, parce que vous n'avez pas l'idée de ce que c'est que de vivre dans ces cas-là. Et en fait, du coup, moi j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur ce qu'était la maladie d'Alzheimer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne savait pas grand-chose, quoi. Enfin, quand je lisais la littérature, ce qui me semblait complètement dingue, c'est qu'en fait, quand vous dites « mais ça vient d'où ?» personne ne sait, en fait. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit « putain, c'est quand même dingue, parce que dans le numérique, nous, on parle toujours de big data, et il y a peut-être des choses à faire à ce moment-là au niveau du big data. »
Donc voilà, je sais pas quel va être le résultat de ce week-end-là. J'espère juste déjà que vous avez passé un bon moment. Mais je pense que si pendant ce week-end-là, on pouvait commencer à poser les premières briques de solutions pour des problèmes graves qui touchent vraiment des gens, et ça serait vraiment super cool et je serais vraiment super content. Alors j'espère qu'on va réussir à faire ça et j'espère qu'on va prendre un peu de plaisir aussi à le faire parce que c'est toujours mieux comme ça. Merci. Merci Stéphane. Alors quand on a eu l'idée de cet événement, on a commencé par chercher sur internet s'il n'y avait pas d'autres fous comme nous qui avaient envie de faire rencontrer des médecins et des développeurs. Alors, on a tapé hackathon santé sur Google, on n'a rien trouvé. On s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, on a mis des mots anglais, hackathon, health. Alors là on a trouvé du monde. Les Belges, que je salue, je suis allé les voir, les Anglais, les Allemands, et puis il y avait au Canada des gars qui avaient commencé un mouvement qui s'appelait Hacking Health. Et eux, le premier événement, ils avaient fait 200 personnes. Je me suis dit, c'est super. J'ai pris contact avec eux. Et puis de fil en aiguille, on s'est associés. Ils m'ont invité à Montréal le 21 février dernier, on était 450. Et ils sont venus ce soir se représenter. Bienvenue d'accueillir Luc Sirois et Dan Del Balso. Hey, salut! Alors, oui, avec notre accent canadien. Vous savez, quand Sébastien... Ouais, le gros accent canadien! Salut les cousins! Vous savez, du côté de l'Amérique, quand Sébastien nous a contactés, on s'est dit, écoute, c'est extraordinaire cette opportunité-là de faire équipe et de dire, on va créer un mouvement international de collaboration et d'innovation en santé. Ça ne sera pas seulement un événement de Strasbourg et d'Alsace, ça ne sera pas seulement un événement de Montréal, au Québec et au Canada. Ça va être des événements qu'on va faire ensemble et qu'on va développer ensemble partout dans le monde. Alors Sébastien, on est en train de révolutionner la santé ensemble. Bravo Sébastien! On applaudit! Et là, vraiment, l'objectif pour nous d'être ici, on est venu, on arrive du Canada, comme vous le savez, c'est vraiment de travailler ensemble pour faire rayonner dans le monde entier tout ce qui va se faire ici à Strasbourg, en Alsace et en France, dans cet événement-ci, dans tous les autres événements que Alsace Digital va organiser avec Digital Health Camp et Sébastien, pour vraiment donner un rayonnement global à tout ce qui va se faire ici et montrer au monde entier comment l'innovation, quand elle est faite en collaboration avec des gens qui sont de la première ligne en santé, des gens qui sont des innovateurs et des créatifs du monde des technologies et qui travaillent ensemble dans le monde pour s'échanger les meilleures idées, toujours s'améliorer, peuvent vraiment faire une différence extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'on est ici. C'est un honneur de travailler avec Sébastien, avec tous les gens d'Alsace Digital et de vous tous ici qui vous êtes réunis pour vraiment transformer la santé. Bravo à tout le monde et au plaisir de vous voir. Prochain événement à Vancouver, New York, Boston. On vous attend. Merci Luc. Alors on reparlera dimanche de ce qu'on veut faire avec Hacking Health et jusqu'où on veut aller, les accélérateurs et tout ça. Alors un événement comme ça ne se fait pas seul, ça se fait avec des sponsors et des partenaires. Et je tiens à les saluer ce soir parce qu'un premier événement, c'est toujours compliqué. Ah bon, ça a déjà été fait avant, voilà, ils ont du mal à s'y mettre, mais ils sont venus. L'ACUS qui nous soutient depuis toujours chez Alsace Digital, et puis GE Healthcare et la région Alsace, et puis derrière Wellshaling et l'IHU. Alors Wellshaling qui a apporté son matériel, mais qui nous a aussi aidé financièrement, et puis l'IHU qui amènera les imprimantes 3D, on les verra demain, on en reparlera. Et puis les autres sponsors, Interaction Healthcare, je les salue parce qu'ils sont pas là ce soir, ils ont trouvé l'événement vraiment super, ils ont quand même voulu financer, c'est bien, la fac de médecine et Redact, et puis tous les partenaires qui eux ont donné du temps et des moyens humains pour nous aider et des prix, hein, vous verrez vous l'avez vu sur le site, il y a 4 prix. L'IRCAD, Alsace Bio-Vallée avec Marilyn, Alsace Innovation, la CCI, bien sûr l'ARS, la ZIP, le ministère de la Santé un petit peu quand même, et aussi les partenaires canadiens, hein, Inforoute Santé et 360 Medlink. Et puis tous les partenaires qui nous ont apporté du matériel, on en reparlera tout à l'heure,
et des services. Vidal, Citizen Data, iHealth, Orange, Arrow, etc. Et puis bien sûr tous les partenaires qui ont fait qu'on a pu diffuser cette information, qui ont relayé l'information au maximum, nos associations de développeurs, nos associations de designers, et puis tous les gens qu'on a pu solliciter pour ça, quoi. Donc merci à eux, je voudrais qu'on les applaudisse bien fort, parce qu'un premier événement, c'est toujours difficile. Alors, pour organiser cet événement, je ne suis pas seul, je suis entouré d'une superbe équipe que je fais monter sur scène maintenant, s'il vous plaît. Ah oui, si, il faut y aller, hein, parce qu'il faut qu'ils vous reconnaissent, il faut qu'on sache qui vous êtes. Donc voilà, tous les organisateurs sont là, Lionel, Stéphane, Marilyn, Anne, Jonathan, Yann, Guillaume et Laurent. Donc vous avez vu le t-shirt ? Il y a marqué organisateur là, donc vous pouvez tout leur demander. Hein. Si vous avez un problème, c'est à eux qu'il faut ça. Voilà, ça. S'il y a un problème, c'est eux qu'il faut appeler. Oui, enfin non, moi ça. Merci. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Ben, bien sûr, vous allez faire les pitchs. Donc là, ça commence un peu à flipper. Hein. Mais vous verrez, c'est pas si difficile que ça. Vous aurez 1 minute. Et le timekeeper qui est ici, notre ami Alain, qui va pas vous rater surtout. Hein. Parce que dès que vous dépassez la minute, on envoie la musique, plus personne nous entend. Voilà. Donc c'est fou. Donc après, une fois qu'on a fait tous les pitchs, on va se retrouver dans la pièce à côté, on va manger. Tous les porteurs de projets afficheront leur petit défi derrière eux et puis vous pourrez venir échanger avec eux et c'est là que les équipes vont vraiment se constituer, même si vous avez commencé déjà à échanger avant et c'était ça qui était important. Et puis après, c'est parti pour hacker tout ça. Alors du coaching, on en aura samedi, on va présenter les coachs qui sont là ce soir. On aura aussi dès ce soir. Et puis voilà, vous allez coder. Ce qui est important, c'est que demain, on a Uwe Diegel. Si vous avez regardé sur le site, la personnalité que c'est vraiment un gars super et il faut venir le voir. Il viendra faire une petite présentation sur le futur de la santé. C'est à voir, ça vous fera une petite pause. Ensuite, les démos clinics. Donc l'idée, c'est que par rapport à là où vous êtes avancé dans le projet, c'est de présenter un petit scénario, commencer à réfléchir à ce que vous allez faire dimanche en 3 minutes, parce que cette fois, ce sera 3 minutes de démonstration. Alors, c'est pas... ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on va vous demander dimanche, c'est pas de créer un produit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, oui, on n'aura pas assez de temps, surtout on perd 1 heure et tout, ça va être difficile. L'idée, c'est de faire un prototype. Hein. D'accord ? Donc, vous avez 3 minutes. En 3 minutes, c'est pas la peine de réfléchir sur la structure de la base de données, le nom de la table, voilà. Donc, l'intérêt de travailler avec les utilisateurs, c'est justement de travailler sur le fonctionnel. Qu'est-ce qui peut vraiment les aider ? Quelle est la meilleure interface homme-machine à faire ? Donc, à 15h, on s'arrête, on attaque. On fera une petite présentation et après on enchaînera les pitchs. 3 minutes de pitch, 2 minutes de questions et puis après délibération, 19h et remise des prix. Alors pour nous accompagner, on a une petite équipe de 18 reporters qui viennent du BTS Multimédia du lycée Le Corbusier qui sont là. Levez la main, les amis, voilà. Donc merci à eux. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? L'idée, c'est qu'il y en aura un attribué par équipe et il va vous suivre au cours du temps et il va relater votre histoire. Ce qui est pratique parce que nous, ça va nous laisser une trace. Vous, ça va vous laisser une trace aussi. Et puis, ça va aussi aider les coachs qui vont arriver à savoir où vous en êtes dans votre projet. Donc, ça va être fait en temps réel. Donc, pour accéder au projet, vous avez cette URL. Le X, vous le remplacez par le numéro du projet. C'est tout. Voilà. On aura bien sûr des prix. Il y a 8 mentions du jury, meilleure innovation, etc. Vous les retrouvez sur le site. Il y a un prix du jury. Il y aura un prix du public. Donc le prix du public, c'est vous qui allez le donner. D'accord ? Donc on utilisera le Sparkboard pour faire ça. Il y aura 4 prix d'accompagnement parce que l'idée, et on en reparlera dimanche, c'est pas que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, ça finisse au coin d'un disque dur et on l'oublie après le week-end. C'est qu'on arrive à transformer les meilleurs projets, et même je pense que tous les projets seront bons,
Et après, tout dépendra du jury qui sélectionnera, mais il faut aller plus loin et il faut faire en sorte que tout ce travail-là soit vraiment utile à terme. Donc c'est pour ça qu'on a fait des prix d'accompagnement. Et puis iHealth qui va nous offrir 5 objets connectés. Voilà. Alors, pour la logistique, vous avez accès au café, au thé, au soda tout le week-end à volonté. D'accord ? Le repas est donné à 8h, midi et 19h. Bon, c'est pas non plus l'armée, hein, mais c'est l'heure à laquelle arrive le traiteur. Et puis, bien sûr, le parking est accessible. Il est ouvert pour nous. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez l'utiliser à volonté. Alors, un petit hommage à ceux qui vont dormir sur place. J'en fais partie. Voilà, 2, 3, 4, bravo! Voilà. C'est les meilleurs. Et pour se remettre de ça, bien sûr, Physiki nous offre 3 mois de remise en forme de coaching après, ce qui est indispensable, je pense, après 24-24, surtout pour ceux qui ne vont pas dormir. Voilà. C'est ça. Donc merci à eux. Et puis, vous avez du matériel. Alors là, il est disposé là, le long de la table. Vous pouvez l'utiliser à souhait. Il est là pour vous. D'accord ? Vous pouvez venir le hacker. Je l'ai dit à Welsh Aline, ils vont se brancher dessus, ils vont tout faire. C'est bizarre, mais bon, voilà. Ils ont joué le jeu, donc c'est parfait. Vous avez des chariots. Bon, ça c'est plus pour des démonstrations, mais vous avez surtout des Leapmotion et des Kinect. Pour faire des interfaces gestuelles. J'ai vu qu'il y avait un gars qui avait des Google Glass. Il est où ? Super. Est-ce que tu les prêtes ? Bon, et alors ensuite, donc l'hébergeur agréé, ça c'est important. On a 7 serveurs, je crois, c'est ça, accessibles chez des hébergeurs agréés de santé. C'est important parce qu'en France, on est les seuls à avoir un cadre juridique qui vous permet d'héberger des données de santé dans le cloud. Et ça n'existe pas dans les autres pays, c'est tout un brosouf. Donc profitons-en, parce qu'il y a des choses à faire. Bon, le ticket d'entrée est un peu cher, mais on en reparlera plus tard. Il y a la base de données Vidal. Nicolas, tu es où ? Voilà, Nicolas Cové est là-bas. Si vous avez besoin d'accéder à la base de médicamenteuse, vous pouvez tout faire. C'est du reste. Alors, on va faire... Allez, tiens, Laure, on a oublié de le faire, ça. On va faire un grand papier où on va faire un glossaire, hein, avec les mots des techniciens, de développeurs, et les mots des professionnels de santé. D'accord ? Parce que on va essayer de se comprendre. Hein, reste par la personne. Enfin, au co-développeur, on va dire. Voilà. Donc, on va faire ça avec Anne-Laure. Et puis, alors, vous avez... l'accès au DMP, hein, avec des cartes professionnelles de santé. Alors, le projet est très décrié, et ben, ça va être à vous de juger. Vous allez voir comment on peut l'utiliser, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, et c'est ça l'idée, justement. Pour y accéder, c'est un peu compliqué, mais vous avez Xavier, qui est là, OG, avec sa iCanopé, qui va vous faciliter l'accès au DMP. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça aussi, ça donne une dimension beaucoup plus intéressante à vos projets, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir partager des données de santé avec d'autres applications. Des serveurs terminologiques sont fournis par le CHU de Rouen, le SysMef et FAST, qui est une autre association aussi qui fournissent des bases. Alors c'est des bases médicamenteuses, mais pas aussi élaborées que celles de Vidal. C'est juste des listes. Il y a une imprimante 3D. Il y aura iHealth qui viendra. Alors Uwe arrive demain, donc il amènera le matos demain. Donc on aura tous les objets connectés de chez Uwe. On a des tablettes et un Oculus Rift qui arriveront tout à l'heure. C'est Lionel qui les ramène. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Après, vous faites ce que vous voulez. Des Raspberry Pi et des Arduino. Là, les médecins se disent, mais c'est quoi ce truc ? Eh ben, vous allez apprendre. Citizen Data qui fournit sa plateforme de Big Data. Donc ça, c'est assez pratique à utiliser. Mathias Herbert, Télécom Bretagne. Ce qui est important, c'est que ce soir, il y a quand même des gens et des partenaires qui sont venus de toute la France. Et ça, c'est super. Et donc, eux, ils sont en Bretagne. Ils n'ont pas pu venir ce soir. Mais en tout cas, ils sont disponibles à distance si vous avez besoin d'utiliser leur plateforme. Et alors, quand on a travaillé sur ce projet, j'ai rencontré l'équipe de GE Healthcare. Et ils m'ont raconté leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Et j'ai trouvé que c'était une super histoire.
et qu'elle ressemblait à ce qu'on va faire ici ce soir. Et donc je vous demande d'accueillir Thierry Zilensko. Et je te passe la main tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, il paraît que je vais vous conter une petite histoire ce soir. Donc on va peut-être baisser la lumière. Non. C'était la vanne du jour, mais elle est pas drôle, hein, je sais. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ah. Il y a des radiophysiciens? Non? Ah, ça c'est dommage. Ouais, ça marche pas, j'étais en veille. Donc moi je suis là ce soir pour conter donc une petite histoire qui est made in Alsace, comme on dit chez nous. Et je vais vous conter l'histoire d'un geek et d'un radiophysicien qui vont se rencontrer et qui vont avoir une petite idée et monter quelques petits projets ensemble. Alors qui je suis? Alors moi je suis Thierry Vasilenko, comme l'a dit Sébastien. Je suis ancien prof de Java à Supinfo, je suis speaker sur les technologies Java et accessoirement développeur. Et la nuit, je suis développeur aussi. Et donc je suis Software and Quality Engineer chez General Electric Healthcare à l'heure actuelle, mais je préfère dire que je suis un geek. Et à côté, vous avez un radiophysicien qui s'appelle Luc Mertz, avec lequel j'ai commencé cette histoire-là. Donc il est radiophysicien depuis une quinzaine d'années, 15 ou 20 ans au NHC à Strasbourg, donc juste à côté. Donc vous voyez les urgences, si jamais vous êtes bourré, c'est juste là-bas. Et donc il a eu une petite idée il y a quelques temps, il y a 4 ans plus précisément, pour pallier un petit problème en fait dans le domaine médical. Alors il y a beaucoup de professionnels de la santé, donc je ne vais pas parler énormément radiophysique et physique médicale parce que c'est pas mon métier. Par contre je peux vous parler ou vous montrer des images un peu moches sur la dosimétrie patient. Donc si vous êtes français, désolé pour nos amis canadiens et des autres pays, vous avez sans doute en tête l'événement d'Épinal en 2004 ou en 2005. Plus récemment, il y a eu le NHC du coup à Strasbourg en 2009. Et on peut avoir quelques soucis quand on va dans un hôpital faire des scanners, des mammographies, des radios, des examens interventionnels, etc. qui est lié tout simplement à la surdose de rayons X. Donc si vous avez trop de rayons X qui vous sont balancés lors d'un examen, soit tout de suite, soit un peu plus tard, vous pouvez avoir ce genre de choses-là, donc des effets un peu stochastiques, où vous avez des brûlures, des pertes de cheveux, ça dépend d'où vous allez faire votre examen. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que Luc Mertz a voulu créer un logiciel qui vous permet de faire le suivi de la dosimétrie pour un patient. Donc c'est venu d'un besoin réel au NHC où on a eu besoin de ça pour justement pallier à ça. Donc un petit historique. Donc quelques dates clés. Donc nous on a commencé le 12 février 2010. C'était il y a 4 ans maintenant. Et quelques petites dates clés. Donc on a créé un logiciel qui s'appelle Serfidose qui a été renommé en DoseWatch. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Où on est passé de moins de 20 clients en décembre 2011 à plus de 300 clients fin 2013, et sans doute beaucoup plus dans les années à venir. D'un point de vue employé, on est passé de 2 personnes, donc Luc Mertz et moi, à une trentaine de personnes sur site de Strasbourg. Je précise bien que c'est à Strasbourg, puisqu'on est basé ici, mais il y a plein de gens aux États-Unis, dans d'autres pays, en Europe, partout, chez G, qui bossent pour nous et qui s'occupent du marketing. Vous avez Léna qui est là aussi. Plein de personnes qui représentent G au travers le monde pour vendre notre solution. Donc ça c'est historique, vous l'aurez jamais, vous le verrez plus et c'est la seule fois que vous allez le voir, c'est le 12 février 2010. Il y a Luc Mertz qui contacte Supinfo et plus particulièrement mon assistante de direction pour dire « Ah bah coucou, j'aimerais bien un stagiaire pour faire un logiciel tout bidon qui va parser une chaîne de caractères avec des pipes. Et on aimerait bien faire un truc comme ça, et puis voilà, est-ce que vous avez ça sous la main ?» Ensuite, c'était dans la même semaine, le 17 février, on a décidé de se rencontrer. On s'est dit « Ah cool, ça m'intéresse ». Il y a Orkia qui m'a contacté, elle m'a dit « Ah, j'ai un super stage pour toi peut-être, est-ce que tu vas aller voir le docteur Mertz ?» Ouais, là, je dis « Ouais, pourquoi pas, il va faire du Java, j'ai vendu vite fait le truc au téléphone, c'était classe. »
On a décidé de se rencontrer, et quand on s'est rencontrés, il a eu une toute petite idée en fait. C'était parser un simple fichier à une ligne ou à n lignes, séparés par des pipes, et puis on fout ça dans une table de données, on fout ça dans un Excel, et puis sympa. Sauf qu'au fur et à mesure que Monsieur Mertz m'a gentiment expliqué son projet, c'était peut-être pas aussi simple que parser des chaînes de caractères avec des pipes. Et en fait, on a dû s'intéresser à un truc qui s'appelle DICOM, qui est un standard de communication en imagerie médicale, et parser tout ça, récupérer les données, qu'est-ce que c'est, on avait un peu peur, il y avait des tags un peu bizarres, et puis on avait l'impression de se faire insulter quand on essayait de l'interpréter, bon, bref. Et elle a mûri, ça a donné naissance à des POC, donc pour les non-développeurs, des POC, c'est des Proof of Concept, pardon. Et il y a des noms un peu bizarres qui sont appelés, parce que moi j'ai pas mal d'inspiration parfois, je devais faire des requêtes DICOM, et en anglais bah, ça se dit des queries, hein, des requêtes. Donc du coup il y a un truc qui s'est appelé QueryX0. Bon, j'avais pas la prétention de faire la version 12 déjà, donc je l'ai baptisé 0. Et bah voilà, bah, vous voyez que j'envoie des mails, un 21 avril à 18h15, avec pour Luc Mertz, avec plein de trucs en copie, des fichiers BAT, vas-y tu me lances un JBoss, tu me lances ci, etc. etc. Sympa pour un radiophysicien qui n'a pas du tout l'habitude de maîtriser ce genre de trucs là. Et puis au final l'idée a abouti. Donc on a commencé à bosser tous les deux dans son bureau NHC. On a épluché du DICOM par terre, donc on a posé plein de feuilles dans le bureau, et puis on s'est mis à quatre pattes, et on a essayé de comprendre comment ça marchait. Et je me souviens, il m'a dit « Punaise, tu te rends compte que si jamais il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, on va direct en psy ?» Effectivement, ça paraissait un peu bizarre, un geek un peu barbu avec un mec en blouse blanche par terre en train de regarder des feuilles. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Et donc Serfidos est né. Donc il est né en 2010 avec plein de trucs. On est allé sur des congrès déjà, aux Journées françaises de la radiologie en octobre, au RSNA à Chicago, on était sur le stand de G déjà, donc c'était plutôt pas mal. Donc je vais vous expliquer le startup. Alors j'ai pas fait de faute d'orthographe, j'ai pas mis la startup, j'ai bien mis le startup. Pourquoi? Parce que c'est le startup d'un geek. Alors pourquoi le startup d'un geek? Parce que moi je sortais de l'école, j'étais stagiaire, donc il m'a pris en stage. Donc c'était mon tout premier projet. Donc là, on débarque sur un truc comme ça, je suis censé parser du pipe, enfin des chaînes de caractères avec du pipe, et puis au final j'ai du DICOM, je fais de la radiophysique, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on fait hein, quand on débute là-dedans? Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il faut faire un truc, dosimétrie patient, ouais d'accord, comment je le mets dans une classe Java ça? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on le fait? Et c'est des questions qu'on se pose naturellement, et surtout quand on sort de l'école un petit peu, on se dit waouh, ça fout un petit coup... on se dit, il y a peut-être moyen de faire des trucs utiles en informatique aussi, quoi. Et moi j'ai trouvé que c'était beau, parce que c'était un beau projet, c'est faire de l'informatique utile, c'est dire, bah voilà, je vais pas simplement pisser du code, hein, pardonnez-moi l'expression, je vais pas simplement pisser du code pour faire une application de gestion d'un container dans une entreprise ou quoi que ce soit, je vais faire un truc qui va pouvoir aider un patient, aider plusieurs patients, peut-être éviter qu'ils ont des chutes de cheveux, des nécroses, etc., etc. C'est beau, mais ça fout quand même la pétoche, parce que si vous voyez un petit peu les photos que je vous ai montrées, ça fait peur, donc on n'a pas trop le droit de se viander, quoi. Et ça fait énormément grandir, parce qu'à l'époque, j'avais quoi? Je devais avoir 22 ans. On arrive dans un projet comme ça, il faut prendre conscience de l'ampleur du projet, c'est beau et ça fait grandir. Mais c'est aussi le start-up d'une start-up. Alors c'est quoi faire une start-up? Alors il y a plein d'idées, il y a des gens qui vont dire ouais, il faut faire un business plan, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et moi j'ai envie de dire c'est de l'artisanat, quoi. Et c'est pour ça que vous avez cette image, ce logo de l'artisanat, première entreprise de France. Alors pourquoi? C'est convaincre des clients. Vous êtes tout petit, vous n'êtes pas connu, vous êtes là, certes vous avez un radiophysicien de 15 ans qui sait de quoi il parle, mais il va pouvoir aller chez les clients et leur expliquer beaucoup mieux que moi. Mais c'est les convaincre. Mais c'est aussi transporter des machines chez les clients, parce que moi je suis allé chez des clients avec mon carton, avec mon gros serveur, dans le métro parisien, dans les TGV de la SNCF, etc. etc. C'est funky. C'est créer l'identité visuelle d'un produit. Le logo que vous avez vu, Serfidos, bah voilà, il a fallu le créer, donc moi je me suis foutu avec mon GIMP, et puis j'ai créé mon triangle, etc. etc. Voilà, il faut trouver un nom, il y a plein de choses à faire. Mais il y a aussi des choses qu'on n'imagine pas forcément quand on est tout jeune, et quand on crée une start-up. Bah on va graver les CD, quoi. Donc vous avez votre soft, vous gravez le CD, vous l'imprimez, vous imprimez les jaquettes, vous les découpez,
et paf, on envoie tout ça chez le client juste pour avoir l'impression que ce soit super pro, quoi. Parce que quand vous allez chez un médecin, c'est quoi ce CD bizarre où il n'y a pas de jaquette? Donc voilà, c'est vraiment super intéressant et c'est aussi apprendre à 1000 à l'heure. Parce que voilà, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire, il y a tout à créer. Et j'ai envie de dire que quand on vient d'un monde de geeks comme moi, Java, compagnie, moi je suis un fanat de Java, etc., de développement, vous rencontrez un radiophysicien, c'est savoir écouter. Moi, en tant que radiophysicien, pardon, en tant que geek, là, avec mon code et tout, il faut que je sache écouter Luc Mertz qui me parle et qui me dit voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, etc. C'est comme ça sert à ça. C'est savoir faire confiance, parce que moi je ne connais pas le métier. Je connais pas le métier de radiophysicien, je connais pas le workflow d'un hôpital, je connais pas tout ça, donc c'est savoir faire confiance. Il me dit écoute, ça, il faut vraiment que tu le mettes comme ça, le présentes comme ça, etc., etc. Ok, je te fais confiance, pas de souci, on le fait, je te fais confiance. Mais c'est aussi savoir faire des concessions, parce que c'est pas évident, quoi. Quand vous avez un client aux États-Unis, à Washington, qui vous appelle à minuit heure française, on se relève de son petit lit, on retourne au boulot et on va voir pourquoi ça a craché, on corrige le truc parce que chez eux c'est encore le début de la journée, donc on va essayer de faire des trucs. Voilà, c'est savoir faire des concessions, c'est bosser à 1000 à l'heure. Si un week-end j'ai pas de week-end et que je bosse, il faut bosser. Vous êtes en train de créer votre boîte, vous êtes en train de créer un marché potentiellement, un marché mondial. C'est pas rien, il faut savoir faire des concessions. Et au final, ça donne ce qu'on appelle une salle serveur. Moi, j'appelle ça un bureau serveur. Donc là, vous avez quelques petites photos du bureau de Luc Mertz qui s'est transformé en salle serveur avec mon Mac, un autre Mac, des trucs qui se sont fait installer, des PC sur des cartons qui représentent un serveur PAX, un RIS, enfin plein de trucs d'un hôpital, etc., pour modéliser les connexions, voir comment ça marche, etc. Donc au final, son bureau, on aurait pu croire que c'est un bureau de geek, quoi. Et en plus, on a même, je sais pas si vous le voyez sur laquelle, là-haut, en haut à gauche, vous avez un tout petit serveur gris qu'on a baptisé le petit gris. C'était un serveur qu'on a foutu en prod chez un client à Paris. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on s'est fait racheter par General Electric le 1er août 2011, et c'est en fait passé de l'artisanat, première entreprise de France, à la grosse usine. Alors il y a tout qui change, il y a tout qui chamboule, on a des fonds, on bénéficie de l'image de marque, c'est super important. Surfidos, un truc paumé du fond de l'Alsace, versus G, je vais plutôt tourner vers G, je lui fais un peu plus confiance. Vous bénéficiez de ressources, vous bénéficiez de fonds, de l'image de marque, et forcément vous pouvez toucher potentiellement un marché mondial plus facilement. Se faire racheter, c'est aussi de passer de moins de 20 clients à plus 300. Donc en 4 ans, c'est pas mal comme expansion, en sachant qu'on est parti de 2 personnes, on est maintenant une trentaine de personnes sur site avec plein de personnes aux États-Unis. C'est pas mal. Et par contre, il y a un truc que vous saurez jamais, ou plusieurs choses que vous ne saurez jamais, c'est qu'un radiophysicien et un geek qui épluche du DICOM par terre, ça existe. Donc on était là à passer pour des fous avec nos idées et notre vision à nous. Moulitrix et Querix, c'est des noms super sexy quand même, c'est vachement plus vendeur que Surfidos. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, Luc Mertz voulait une moulinette pour parser des chaînes de caractères en truc, donc moi, du coup, ça m'a donné Moulitrix. Et comme je faisais des requêtes d'ICOM, ça m'a fait Querix, bon bref. Et c'est la rencontre de 2 univers complètement différents, et c'est super impressionnant, parce que moi, quand j'étais tout petit, en DUT, je me suis dit, j'aimerais bien faire la physique, j'aimerais bien faire de l'informatique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt faire de l'informatique, peut-être que je pourrais en faire au service de la physique un jour, et puis c'était la concrétisation d'un rêve, un petit peu, il y a 4 ans. Et un radiophysicien geek, ça existe, parce que Monsieur Mertz, de ses 15 ans d'expérience en imagerie médicale, etc., qui lance des fichiers BAT, ouvre des lignes de commande, nous installe un JBoss, ça existe, c'est rigolo, ça montre son ouverture d'esprit et je trouve que c'est vraiment, vraiment incroyable. Un geek radiophysicien, par contre, ça n'existe pas, mais ça essaye. J'essaye de comprendre les principes, etc. C'est pas toujours évident, mais c'est super intéressant. Et donc, j'ai envie de vous dire, bref, on s'est fait racheter par G. Merci Thierry. Attends, c'est juste que je complète mon... Voilà, une histoire que j'espère sera l'histoire de tous les projets qu'on a ici, quoi. Alors peut-être pas racheté par G, mais il y a plein d'autres boîtes.
Alors maintenant, on va passer avant les pitchs. Je voudrais qu'on passe la parole aux coachs qui sont là ce soir. L'idée, c'est qu'ils puissent se présenter et puis vous montrer quelles sont les compétences qu'ils ont à vous apporter. C'est important parce qu'ils ont une grande expertise. Et donc, il faut en profiter pendant tout le week-end de toutes ces personnalités qui ont bien voulu donner de leur temps gratuitement. Donc, merci de les applaudir déjà. Merci pour eux. Donc Guillaume, tu es là, je te donne le micro. Bonsoir, très rapidement, je suis un développeur, il en faut. Après, je suis un peu plus spécialisé dans tout ce qui va être technique pour livrer des choses rapidement et de manière un petit peu plus efficace qu'habituellement. Voilà, donc, si vous avez des petits soucis, que vous n'arrivez pas à avancer correctement, que vous vous éparpillez un peu trop, j'ai quelques techniques qui peuvent vous aider à vous centraliser sur ce qui est important et livrer une petite démo qui marche bien pour dimanche, quoi. Merci Guillaume. Véronique, oui, je vais commencer par toi, parce que en fait c'est inversé dans l'autre sens. Attends, je te donne le micro. Bonsoir. Quand je suis arrivée tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Il n'y a que des médecins et des développeurs. Puis je viens de me rappeler que j'étais traductrice pendant 15 ans. Donc votre idée est géniale, elle est sans doute géniale, mais peut-être que vous aurez besoin d'un petit coup de main pour en parler auprès des vrais gens. Donc si vous avez besoin de ça, je suis à votre service. Travaillez sur votre vision, sur les mots que le monde veut entendre, pour comprendre ce que vous faites. Et bien pitcher dimanche, je suis là. Merci Véronique. Là, l'ami, attends, je vais rester dans le public, ce sera aussi simple, comme ça c'est moi qui vais me déplacer vers les coachs. Est-ce qu'on peut aller partout ? Alors bonjour, je m'appelle Elalami, je suis coach chez Valtech à Paris et en fait je m'intéresse principalement aux produits et en fait la naissance de produits. J'anime en fait le mouvement de prototyping en France. Ça veut dire le prototyping, c'est en 2 mots, s'assurer que vous êtes en train de développer le bon produit avant d'investir du temps et de l'argent, tout simplement. Je voulais juste vous donner 2 conseils, je me permets. En fait, ils font partie du manifeste de prototyping. C'est jouer avec le feu et réinventer la roue. Voilà. Merci. Merci l'ami. Pierre, est-ce qu'il est là, Pierre Desmarais ? Pierre, tu l'as. Merci. Bonsoir, Pierre Desmarais. Je suis avocat et correspondant informatique et liberté. Donc moi je vous dirais, ne jouez pas trop avec le feu. Venez quand même voir, on est 3 avocats je crois, venez quand même nous voir parce que ça a des répercussions après. Voilà, merci. Merci Pierre. Clara, elle est où Clara ? Elle est là-bas, Clara. Bonjour à tous, donc je suis Clara Sylvestre, je représente la société Welchaline. Donc dans le cadre de l'événement, Welchaline vous met à disposition en fait des dispositifs médicaux qui vont vous permettre d'exporter les données de ces appareils. Donc vous avez des moniteurs, des ECG, des équipements de diagnostic et je serai là pour vous aider à les mettre en pratique et les appliquer dans le cadre de vos projets. Merci Clara. Nicolas, c'est à toi. Je t'envoie le micro en passant par là-bas. Je suis au milieu, il faut bien te voir. Bon, bonsoir à tous. Donc, moi, je représente la base de données Vidal. Donc, certainement, beaucoup de gens la connaissent. Donc, si dans vos prototypes ou dans vos projets, vous avez quelque chose qui touche sur le médicament, sur des pathologies, si vous voulez avoir des fonds documentaires sur la parapharmacie ou de la sécurisation d'ordonnances, venez me voir, il y a certainement une API Vidal pour vous. Voilà. Alors Christelle, Barbara, je vais vous laisser vous présenter toutes ensemble. La fabrique de l'hospitalité, un truc unique à Strasbourg. Bonjour, donc
Donc nous sommes 4, Christelle Carrier, Barbara Bay, Anne-Laure Desflash et Cécilia Gurizic. Nous sommes effectivement de la Fabrique de l'Hospitalité, donc nous sommes à votre disposition pour tout ce qui est réflexion autour des usages, puisque nous sommes spécialistes de cette question-là. Anne-Laure et Cécilia sont designers, donc elles ont plus encore cette compétence. Et voilà, on pourra discuter ensemble de la question de la réalité finalement de l'hôpital, puisque c'est ce que nous connaissons le mieux, puisque nous travaillons au CHU de Strasbourg, et puis le rapport global au niveau de la santé. Voilà. Merci Christelle. Anne-Julie Gilles-Villa. Anne-Julie, elle est là, hop. Bonsoir. Moi, j'ai approché Sébastien parce que je trouve que l'idée de mettre des techniciens et des médecins, par exemple, ou des gens intéressés par la santé ensemble, c'est génial, mais qu'il ne faut pas oublier le patient. Alors, j'ai une grosse expérience côté patient dans ma famille, et du coup, si vous avez besoin parfois de vous recentrer ou d'avoir un avis peut-être externe sur votre produit ou sur votre démarche, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et je suis également entrepreneur, donc je peux vous aider. J'ai fait ce genre d'événement avant sur d'autres sujets. Et enfin, chose que je t'ai peut-être pas dit, j'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs serious games. Je travaille dans le marketing et dans le management de projet. Donc n'hésitez pas aussi pour les serious games. J'ai peut-être quelques idées. Merci. Luc, tu peux nous dire ce que tu peux apporter à nos équipes? Ben oui, j'ai eu la chance de démarrer une entreprise d'équipements médicaux dans la radiologie, donc l'imagerie médicale, donc toutes les étapes de la création, du spin-off, du financement par capital de risque à la commercialisation et à la vente de l'entreprise, non pas à GE, mais à Electa. Donc, je pourrais vous aider là-dessus. Ça me fera grand plaisir. Et aussi pour vous aider, pour vous amener en Amérique du Nord. Super. Anne, tu es où? Anne Monnier. Elle était là, toi, elle était plus là-bas. Bonjour, je travaille à l'ASIP Santé à la mise en œuvre du dossier médical personnel. Donc si vous avez dans l'idée de faire un lien entre vos applications et ce dossier médical personnel, eh bien j'essaierai de vous y aider. Il y a aussi Jérôme Duvernois qui est juge et qui sera là aussi pour vous aider sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il nous... Pascal, je t'ai vu Pascal, tu t'es caché là-bas. Bonsoir à toutes et à tous. Mon sujet, c'est vous permettre de travailler en équipe ensemble pour atteindre votre rêve. À bientôt. Caroline, je ne t'ai pas vu, tu es là-bas. Ah oui, les avocats sont ensemble. Hein. On a vu que... Bonsoir, moi je suis Caroline Zorn et mon sujet c'est le partage des données de santé. Donc j'ai été juriste à la ZIP, j'ai fait une thèse sur le sujet de droit et maintenant je suis avocat et j'accompagne des projets en e-santé, donc secret professionnel partagé, données de santé, droit des patients aussi. Donc si vous avez besoin de moi sur ces sujets, ce sera avec plaisir. Merci Caroline. Et il nous reste Xavier avant le grand moment. Je clôture. Alors, Xavier Auguet, je suis, je vais le dire, un start-upper. J'ai créé ma boîte il y a 4 ans. Voilà. Donc, nous, on s'est spécialisé dans le DMP. Donc, je vais le dire comme je le pense. On est une filiale annexe de la ZIP. Et donc, une boîte privée quand même. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, nous. Enfin, on n'a pas de moyens. Voilà. Donc, on est une vraie start-up avec tout ce qui va avec. Donc je suis à votre service pour tout ce qui est dossier médical personnel, c'est-à-dire le comprendre, l'appréhender, etc. Vous dire que c'est un truc super à partir du moment où on comprend à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Surtout vous éviter de développer des bases de données parce que ça, faut éviter, ils font tout ce qu'il faut et qui va bien. Et donc nous, on fournit l'API, vous pourrez faire toutes les transactions que vous voulez avec le DMP, voilà, c'est tout. Voilà, je pense que ça vaut le coup et que c'est intéressant de jouer sur ce grand projet national, même s'il est très décrié. Ce sera à vous de faire votre propre jugement sans écouter la presse. Et bien maintenant, c'est au porteur de projet d'y aller. Alain, lance la musique. Premier projet, Fred, c'est à toi.
Bonsoir à tous, donc, je suis Frédéric Grabli, je suis médecin et psychiatre, mais n'ayez pas peur de moi. Mon projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, est assez simple à réaliser. Je suis médecin généraliste, je suis appelé de garde chez un patient. Le patient est âgé, ne comprend pas bien son traitement. Je retrouve des comprimés sur sa table de nuit, je n'ai pas accès au blister. Je me demande quel est son traitement, je me demande s'il n'a pas fait une surdose, je n'ai pas moyen de communiquer avec son médecin traitant ni avec une autre personne de la famille. Je sors mon téléphone, je prends une photo des comprimés qui sont éparpillés sur la table de nuit, j'appuie sur le bouton Shazam et hop, on me dit à quoi correspondent les comprimés que j'ai pris en photo. Voilà. Donc j'ai besoin de designers, j'ai besoin de développeurs, j'ai besoin de pharmaciens et d'autres professionnels de santé pour qu'on puisse réaliser ce projet. Merci. Merci Fred. Eh ben encore, c'est encore toi. Bonsoir, je suis Frédéric Grabli, je suis médecin et encore psychiatre. En 2014, en France, quand on fait une ordonnance, c'est un secret que je vais vous révéler, sur l'ordonnance, il y a un petit numéro qui s'appelle le numéro RPPS qui permet de vous identifier comme professionnel de santé. Et c'est grâce à ça que le pharmacien délivre les ordonnances que vous lui présentez. Ça veut dire que n'importe quel hacker qui n'en est peut-être même pas un peut juste recopier le modèle d'ordonnance et se faire délivrer absolument n'importe quel médicament en pharmacie sans qu'il puisse y avoir aucun contrôle. Donc mon idée, c'est de sécuriser enfin la prescription dans notre pays, de créer une sorte de serveur central qui permette de stocker les prescriptions qui seront envoyées par les médecins, serveur sur lequel les pharmaciens pourront se connecter pour authentifier la prescription et pour savoir si elle a été déjà délivrée ou pas, de manière à ce qu'on puisse plus se faire délivrer tout et n'importe quoi en pharmacie. Voilà, à titre d'illustration, j'ai un patient qui s'est fait délivrer 150 boîtes de Stilnox en 2 mois en falsifiant mes ordonnances. Le Stilnox, c'est un somnifère qui peut être dangereux. Voilà. Merci. Jean-Christophe, c'est à toi. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Jean-Christophe. Alors moi mon truc c'est la chirurgie du visage. Donc on soigne des gens, on les opère quand ils ont la mâchoire trop en avant, trop en arrière. Ils ont des problèmes pour parler, pour respirer, pour manger. Et puis il peut y avoir des répercussions esthétiques. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais il y a 6000 patients en France qui se font opérer. C'est-à-dire qu'en 2 ans, le Zénith de Strasbourg peut être totalement rempli par ces patients. Alors quand on les voit en consultation, la première question que les patients posent quand on leur parle de chirurgie, ils disent bah, « Écoutez, moi je veux bien, mais docteur, à quoi je vais ressembler ?» Donc notre projet, c'est quoi? C'est de développer un système, un logiciel qui puisse faire du morphing et montrer au patient sur son propre visage à quoi il va pouvoir ressembler. Pour ça, on va s'appuyer sur une base de données de photos, c'est-à-dire qu'on prend les photos quand on les opère avant-après les patients, et on va chercher à qui il pourrait ressembler pour lui fournir une image de ce qu'il veut. Alors, de quoi on a besoin? De toutes les énergies, mais en particulier de celles de développeurs, de gens qui s'y connaissent en traitement d'image, de designers qui peuvent nous aider à mettre en forme ce joli projet. Et merci, on va sauver le monde. Big News, c'est à toi. Bonsoir, moi c'est Zbigniew. Et moi j'aimerais m'adresser ce soir à 2 grandes catégories de l'humanité. Tout d'abord ceux qui connaissent et ceux qui vont connaître le mal de dos. Le mal de dos, le mal du siècle, n'est-ce pas? Que vous dire? Nous avons créé depuis 2 ans une évaluation posturale à Strasbourg. On utilise pour ça un outil innovant qui est sans rayonnement. Et nous avons besoin aujourd'hui de le développer et de faire un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'assurer plus de diagnostic au niveau de nos examens. Alors nous cherchons aujourd'hui à alimenter une base de données à des fins de statistiques, à automatiser l'édition des résultats, à assurer un suivi du patient via une appli smartphone par exemple, et tout ça pour créer la carte d'évaluation posturale, référence, je dirais, sans douleur de l'équilibre postural d'une personne. Merci, à tout à l'heure.
Alors, bon, vous voyez, des fois il y a des projets, c'est pas dans l'ordre chronologique, parce qu'il y a des projets qui ont été relevés, qui ont été remis. Alexis, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Alexis Génie, je suis chirurgien dentiste et j'aimerais apporter la réalité augmentée dans les cabinets dentaires. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce qu'en général, les patients ont peur du dentiste parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Et la réalité augmentée permettrait en fait aux patients, via une application tablette, de voir ses structures anatomiques se superposer à son visage. Et il s'implique dans les explications du praticien et peut poser des questions pertinentes. C'est la première application. Deuxième application, c'est pour le chirurgien dentiste avec une paire de smart glass comme les Google Glass. Il pourrait très bien voir le scanner du patient superposé au visage et du coup, il est guidé lors des opérations. Et là, les dentistes sont très friands de ce genre d'opération parce qu'on est toujours à la recherche d'une aide pour savoir où on est et ce qu'on est en train de faire. Et au niveau de la tête, on a un superbe repère pour calibrer les modèles, ce sont les dents. C'est un repère osseux qui nous permettrait de calibrer tout le scanner. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexis. Guillaume, c'est à toi. Merci, bonjour. Genosmile, le serious game qui va vous donner le sourire. En fait, le Genosmile, il y a des maladies orphelines en France qui font que la plupart de ces patients ont des manques de dents, ont des dents qui ont des formes complètement bizarres, et on essaye de trouver un moyen pour les mettre en... J'ai perdu le fil. Donc, on se débrouille pour qu'ils puissent connaître un petit peu le parcours de santé qu'ils vont suivre tout le temps. Le serious game qu'on veut faire, c'est le parcours du fluide salivaire à partir du moment où on fait le prélèvement dans les laboratoires jusqu'au diagnostic et au traitement. Ce serious game se fera dans les univers virtuels 3D, type OpenSim, Second Life. Moi, je suis Guillaume Ras, je suis chirurgien dentiste, je travaille à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Je suis en même temps gérant d'une société qui s'appelle Dental Life, qui fait des serious games dans les mondes virtuels 3D. Et je vous invite à venir le projet numéro 6. Merci Guillaume. Jacques, c'est à toi. Merci, c'est stressant votre truc. Hein. Alors, en 1 minute, l'idée est la suivante. Je pense que chacun d'entre vous a, dans ses proches, sa famille, ses amis, au moins quelqu'un qui est atteint d'une pathologie chronique. Et il faut savoir qu'en tant que médecin, je suis médecin, il est extrêmement difficile de suivre ces gens. Entre autres, on ne sait jamais si finalement, de temps en temps, nos traitements ont un petit effet, mais on n'est jamais très sûr que ce soit le cas. Alors l'idée, c'est que le patient renseigne, jour le jour, un questionnaire qu'on lui adapte et qui est personnalisé. Et c'est ça qui serait un petit peu nouveau. Et on pourrait à ce moment-là suivre l'évolution de cette pathologie et pouvoir à ce moment-là vérifier que notre traitement peut-être a eu un effet positif. L'idée, c'est de développer une plateforme de web monitoring personnalisé, un web health monitoring personnalisé. Et pour ça, j'invite les développeurs, en particulier les développeurs sur web et Android, à nous rejoindre sur ce projet Wimo. Merci beaucoup. Merci Jacques. Contact, Gilles. Donc bonsoir, je m'appelle Gilles et ce soir je suis venu vous parler du projet Contact. Avec Contact, on essaie de rejoindre et d'aider des personnes qui sont un peu mises à l'écart de la société. Je parle de personnes qui ont une pathologie qui a eu un taux de prévalence d'une naissance sur 100. Il y a 650 000 personnes concernées. Je parle de l'autisme. Nous avons développé, en tant que jeune start-up, une solution de communication. Ce soir, on souhaite aller beaucoup plus loin. On souhaite personnaliser la solution avec un carnet de vie numérique. C'est-à-dire prendre en compte les centres d'intérêt, les passions, le vécu, la personnalité d'une personne pour proposer un outil de communication qui stimule, qui favorise sa communication. Ce soir, je suis venu avec toute mon équipe. On est des développeurs, je suis designer. On cherche donc des professionnels de santé qui apporteront leur expérience, qui apporteront leur retour terrain pour nous aider à développer ce carnet de vie numérique. Super. Alors ensuite, ténor. Mohamed, tu es là. Je ne t'avais pas vu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Mohamed Fares, gérant de la société Ténor, entreprise de service à la personne. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est faciliter le maintien à domicile de personnes âgées dépendantes. Donc pour ce, on souhaite mettre en place des outils, une application qui garantisse la disponibilité de nourriture et matériel médical. Cette application et ces outils doivent permettre 3 choses. Permettre de répondre aux situations d'isolement d'urgence,
de pouvoir être renseigné par les aidants familiaux, auxiliaires de vie, tout le personnel médical. Et puis troisièmement, bien sûr, une gestion prévisionnelle sur la base de consommation réelle. Donc pour ce, nous avons besoin d'un designer, d'un développeur et bien sûr tout le personnel médico-social qui sera possible. Donc j'espère avoir le plaisir de travailler avec vous sur le défi numéro 9. Merci pour votre attention. Merci Emmanuel, super projet. Alors, projet suivant, Sébastien Roux, projet 10. Bonsoir à tous, je m'appelle Sébastien Roux, je suis infirmier et je vous présente System Woodcare. Donc comme vous le savez tous, la population est de plus en plus vieillissante et c'est cette catégorie de personnes en majorité qui présentent des plaies chroniques. Les conséquences de ces plaies sont graves, elles sont d'ordre médical, social et économique. Il y a perte d'autonomie, aggravation de l'état général, l'isolement et même enfin des personnes qui décèdent prématurément. De plus, le coût est très important de la prise en charge. Infirmiers et médecins, en fait, sont confrontés de plus en plus à des prises en charge complexes et difficiles. De plus, dans notre cursus, on n'est pas formé. Donc c'est pourquoi une application mobile, un système expert des plaies, serait un outil indispensable pour le professionnel de terrain. C'est pourquoi j'ai besoin de designers, de développeurs, de médecins pour mettre en place cette application. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors, comme on a 3 jurys dans la salle, je vais pouvoir en profiter pour leur poser 2-3 questions pour savoir comment vous trouvez ces projets. Est-ce que ça vous change du quotidien? Brigitte, tu veux me dire un petit mot? Oui, ça me change du quotidien. Je trouve ça vachement frais, vachement dynamique et ça fait vraiment plaisir parce que par ailleurs, dans une autre vie, on a des choses moins dynamiques et ça fait du bien. Voilà. On fera 2 intermèdes comme ça et je demanderai à Jérôme et à Bruno qui sont là de nous donner leur avis. Alors, maintenant, Plateformette de Laurent. Bonsoir, je m'appelle Laurent Schmoll, je suis ORL à Strasbourg et la plateforme que je veux vous présenter est une plateforme contextuelle. Je veux dire par là que je crois beaucoup aujourd'hui à la télémédecine et à la téléconsultation. Ça va approcher tous les patients de la télémédecine et de la téléconsultation à distance. Et cette photo, j'ai réalisée avec mon smartphone. Tout le monde pourra, avec le prototype d'objectif présenté et réalisé, envoyer des images de tympan. Seulement pour envoyer une image d'un tympan perforé ou d'un tympan qui est malade, il faut pouvoir avoir une application contextuelle, c'est-à-dire une application qui permet de savoir si elle a été prise avec une douleur, avec de la fièvre, est-ce que l'oreille coule, etc. Donc l'idée est d'avoir une application assez simple avec des menus déroulants qui permettent de savoir dans quelles circonstances les images, les vidéos, les sons ont été réalisés. Ça nous permettra à nous médecins de savoir comment analyser et interpréter les images. Voilà, merci. Alors oui, tu vas pouvoir garder le micro parce que Laurent a été très productif en termes de défis. Alors ce défi est tout à fait différent. Il rentre également dans la médecine, bien entendu. Et il s'agit en réalité, et je vais le développer très facilement, d'un coyote de l'épidémie. Que ce soit la grippe, les bronchiolites, les gastro-entérites, il s'agit de réaliser une application qui permet de vous géolocaliser de façon anonyme pour voir naître une épidémie en temps réel. Il existe déjà des choses, comme grippe.net, etc. C'est souvent sur le retour des prescriptions des médecins ou des pharmaciens ou des pharmacies, mais là, c'est la géolocalisation directe et c'est évidemment une application pour les patients avec également une version professionnelle de santé et une pondération par rapport à ce que les patients pourront dire pour ne pas prendre pour une grippe ce qui n'en est pas. Mais l'idée est de réaliser une vraie application géolocalisable permettant de prendre pour les institutions civiles les mesures de santé qui s'imposent dès la naissance d'une épidémie. Body Location est tout à fait différent. C'est une... Oui, alors c'est pareil, c'est pour la télémédecine du futur. Alors là, c'est complètement futuriste que je vous proposais là. Pour les cardiologues, pour les pneumologues, il existe aujourd'hui des stéthoscopes électroniques Wi-Fi
Seulement, c'est eux qui les utilisent. Or, dans un proche avenir, les infirmières, voire les patients à domicile, pourront les utiliser. Seulement, si vous prenez un stéthoscope, vous le posez n'importe où sur le thorax ou sur le cœur, les médecins ne peuvent rien en faire. L'idée est d'arriver à trouver comment géolocaliser sur l'organisme, enfin body localiser, votre stéthoscope. Par exemple, le cardiologue, vous avez besoin de savoir que le stéthoscope est posé au deuxième espace intercostal droit, gauche, à la pointe du cœur, pour qu'un souffle soit défini comme étant précisément localisé à un endroit. Même chose pour les pneumologues. Donc il est très important de trouver un appareil connecté avec le smartphone pour pouvoir préciser le lieu de prélèvement d'un son ou d'une image. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Hein. Alors Nocturne Move, c'est le dernier, après je vous en ferai un autre, mais plus tard. C'est tout à fait encore différent. C'est également un nouvel appareil qui n'existe pas. C'est un smartphone connecté à une caméra infrarouge, j'appellerais ça comme ça, voire un smartphone infrarouge quand ils vont sortir, et c'est dans pas longtemps. Et ça vous permet la nuit à domicile de faire de la médecine, c'est-à-dire vous enregistrez le sommeil. C'est très important, j'ai beaucoup d'associés qui sont neurologues, ils font de l'épilepsie du sommeil. Quand on enregistre quelqu'un à l'hôpital pendant une nuit d'hospitalisation, ils ne font pas forcément une crise d'épilepsie. Donc à domicile, le smartphone se déclenche en temps défini, un certain temps, et observe, avec une application smartphone, observe le mouvement du patient plusieurs fois dans la nuit et permet de tracer les déplacements nocturnes du patient. Même chose pour les somnambules, même chose pour les apnées du sommeil, couplé en plus à un capteur de pouls et d'oxygène. Donc ça permet de faire du sommeil pour l'épilepsie, je disais, tout ce que j'ai dit. Merci Laurent. Hyper productif notre Laurent. Alors on passe à Sylvain avec OstéoCloud. Il est là Sylvain ce soir? Ah bon, pourquoi? Ah bon, d'accord. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Alors on passe au suivant. C'est Frédéric encore. Hein. On a eu des médecins très productifs. Rebonsoir. Alors ce projet, c'est une idée simple. On passe souvent beaucoup de temps à essayer de se parler entre médecins. On s'appelle le matin, le confrère n'est pas disponible parce qu'il est avec un patient ou il est en réunion. Il essaye de rappeler dans l'après-midi et là c'est nous qui ne sommes pas disponibles et on se court après et parfois on perd une demi-heure, 3/4 d'heure à essayer de passer des appels à des gens qu'on n'arrive pas à joindre. L'idée c'est de créer une messagerie instantanée, sécurisée que les professionnels de santé puissent utiliser. De dire par exemple je soigne le patient Y, on est 3 professionnels de santé à s'occuper de lui. On peut chatter de manière éphémère et pas enregistrer pour se donner des infos très simples et qui n'ont pas forcément de lourdes conséquences ou de diagnostic, mais on peut parler rapidement, on peut dire Monsieur X n'a pas fait sa prise de sang, il faut lui rappeler, j'ai vu qu'il avait une hyperleucocytose sur sa NFS, qu'est-ce qu'on fait? On l'adresse à quel praticien? Ça prend 2 secondes de regarder quand on reçoit un message, ça prend 2 secondes de répondre, ça évite de passer des heures au téléphone et de perdre son temps. Voilà. Merci Fred. Alors, projet suivant. Safia, c'est à toi. Bonsoir. Donc, je m'appelle Safia Slimani, je suis médecin et cofondateur du site Medsphere, le réseau social professionnel exclusivement dédié aux médecins et aux internes en médecine. Donc, pourquoi ce site? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les médecins échangent en mode one-to-one. Pourquoi c'est un problème? Parce que, si vous voulez, encore la semaine dernière, j'ai un patient qui m'a remercié de l'avoir confié à un confrère qui ne faisait pas partie de mon réseau, qui a posé un diagnostic. Et pourtant, ce patient, il avait des symptômes quotidiens, il souffrait de symptômes quotidiens pendant, cela fait 10 ans. Donc moi, ce que je vous propose via Medsphere, via ce réseau social, c'est de pouvoir réduire ces 10 ans en une semaine grâce à cette communauté de médecins. Merci. Merci Safia, super. Alors, projet suivant, Juan Sebastián Suárez Valencia. Ah mais non, j'ai eu peur.
Bonjour, moi je suis interne en médecine générale et je fais un diplôme complémentaire de médecine d'urgence et de réanimation. En fait, mon projet, c'est une plateforme de suivi du diabète gestationnel, c'est-à-dire des femmes enceintes. Et le but, c'est de créer un échange de données entre le patient et la patiente et le médecin pour améliorer l'alliance thérapeutique entre les deux. Et dans ce projet, on va créer, dans le cadre du hackathon, on va créer l'application mobile qui va intégrer les données des objets connectés et qui va faire un traitement et un stockage de données au niveau des serveurs sécurisés, et de tout ça dans un but vraiment d'analyse et de pouvoir suivre cette pathologie qui est potentiellement grave et pour la patiente et pour le bébé. Et pour cela, j'aurais besoin donc de développeurs de mobile, c'est-à-dire Android ou iOS, des développeurs de back-end et des designers pour que l'ergonomie permette l'utilisation par les médecins qui ne sont pas forcément très efficaces dans l'utilisation des nouvelles technologies. Ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, c'est bien parce que je vois qu'il y a des médecins qui arrivent à utiliser des mots compliqués d'informaticiens. Hein. Bien. Alors on va faire un petit tempo. Bruno, qu'est-ce que tu penses de tous ces projets que tu vois déjà, tous ces défis? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'imagination est au pouvoir ce soir, et je ne voudrais pas être membre du jury. C'est dommage, tu l'es. Alors, prochain projet. Ah bah, le voilà et le revient. C'est le dernier, je vous promets. Donc c'est réalisé avec votre smartphone, une application pour le smartphone qui permet de mesurer les tâches cutanées bénignes de tout à chacun, permettant ainsi de voir la surface d'abord, la couleur, la pigmentation. Ça existe déjà. En revanche, ce qui n'existe pas, c'est de réaliser une cartographie pour chacun d'entre vous sur votre smartphone, c'est-à-dire vous créez un double de votre corps et vous positionnez vos névus, vos tâches au fur et à mesure de votre vie. Ce qui fait que si vous le gardez, vous saurez ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, comment ça évolue et ce qui se transforme. C'est extrêmement important et c'est donc une cartographie sur smartphone, c'est une application, j'ai besoin de designers et de développeurs. Merci. Merci Laurent. Alors la santé, c'est pas que les hommes, c'est aussi les animaux. Dorine, c'est à toi. Bonjour, donc moi je suis chirurgien, anesthésiste, dermatologue, radiologue, cardiologue. Et évidemment, pas sur les humains, mais sur les chiens, les chats, les bovins, les iguanes, les koalas, etc. Et je ne peux pas tout savoir, surtout, évidemment, parfois quand je suis sur le terrain, je me retrouve à stresser et à avoir besoin de conseils de vétérinaires spécialistes pour m'aider à trouver ce cas d'animal. Donc, voilà, je voudrais développer une appli mobile qui me permet d'avoir 1000 vétérinaires en un clic dans ma poche. Et pouvoir bien diagnostiquer l'animal. Donc j'ai besoin de développeurs, de web designers, de graphistes 3D et de marketeurs. Voilà, merci. Alors, on passe à la faculté de pharmacie de Paris Sud, et là je les salue parce que c'est quand même, ils sont venus à plusieurs, et c'est super. Et la pharmacie est en train de changer, c'est le moment. Bonsoir à tous. Donc Elena, pharmacien. Mon équipe et moi allons vous parler de cancer cutané. Les cancers cutanés, quand ils sont diagnostiqués trop tard, ils peuvent être parmi les plus meurtriers. 50 survies max. Et des traitements qui peuvent aller jusqu'à 14 000 € la boîte. 14 000 € la boîte. La détection précoce de ces cancers, c'est une des priorités du dernier plan cancer. Et donc nous, qu'est-ce qu'on propose ? On propose iDetect. iDetect, c'est quoi? C'est une application mobile destinée aux médecins généralistes. Pourquoi les médecins généralistes? Parce que 70% d'entre eux utilisent déjà leur smartphone à des fins professionnelles. Ils vont utiliser cette appli qui va être reliée à une plateforme de télé-expertise dermatologique. Et cette télé-expertise, elle va permettre quoi? La diminution des délais d'obtention d'une consultation. Elle va permettre l'augmentation de la prévention et favoriser le diagnostic précoce de ces cancers. Elle permettra aussi de pallier à l'absence croissante des dermatologues dans certaines régions de France. Je vous remercie. J'invite tous les développeurs à venir au numéro 23. Merci beaucoup. Merci bien.
Alors, on passe au projet 24, un médecin généraliste quand même. Donc bonjour, moi je m'appelle Leonardo Ribech, je suis médecin généraliste et je vous propose en fait de réaliser une application de préconsultation médicale. Alors pourquoi une application de préconsultation médicale? Parce que dans ma pratique, j'ai constaté deux problèmes principaux. C'est d'abord la gestion du temps de consultation. Ça c'est à mon niveau. Au niveau du patient, c'est le manque d'organisation dans la présentation des symptômes et des données, ce qui génère en fait une perte de temps et probablement une perte d'information. Donc ce type d'application est destiné à la fois aux médecins et aux patients, qui deviennent alors acteurs de leur suivi. Alors l'objectif, c'est finalement d'améliorer la prise en charge des patients, mais c'est à terme d'aller un peu plus loin et de repenser le logiciel de consultation médicale et de développer un logiciel d'un nouveau genre qui serait axé sur ce type d'application, que ce soit des applications de préconsultation ou des applications de suivi de diabète ou d'hypertension artérielle. Donc pour ce projet, j'aurai besoin de développeurs, web mobile, de designers et de professionnels de santé. Voilà, c'est le numéro 24. Merci Léo. Projet 25, Valérie, tu es là. Bonsoir. Valérie, je travaille à l'IREPS de Picardie, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. On travaille sur un projet qui s'appelle Picalim, qui est un projet auprès des lycéens qui travaillent sur la prévention de l'alimentation pour réduire tout ce qui est malbouffe et qui tue les gens à l'heure actuelle. On veut essayer de créer un serious game sur la nutrition pour sensibiliser au mieux qu'on peut les étudiants et les lycéens avec justement des nouveaux modes de prévention autres que affiches et brochures. Donc on recherche tout ce qui est développeurs, designers et toutes les personnes qui souhaitent participer sur ce projet. Merci à vous. Merci Valérie. Alors, des projets d'intégration de biologie avec Michel Vix. Je ne sais pas s'il est là. Si, il est là. Bonjour Michel. Bonsoir à tous, Michel Vix, je suis chirurgien digestif, je fais de la chirurgie de l'obésité. Et dans ce cadre-là, on fait énormément de malabsorption, de carences vitaminiques qu'il faut suivre. Donc mon hobby, c'est le week-end, de saisir à partir des feuilles de laboratoire tous les résultats, de les introduire dans une base de données et de faire des ordonnances derrière lorsqu'il faut le faire. Tout cela doit être automatisable relativement facilement. C'est quelque chose de relativement fermé. Et donc j'attends vos idées pour passer des week-ends ailleurs que devant l'ordinateur. Merci Michel. Alors, projet 28, malheureusement, il n'est pas là, Benoît. Il a été bloqué au Mexique. Il sera là demain à 17h, donc on passe sur ce projet, malheureusement. Et puis, la deuxième idée de l'université de pharmacie de Paris-Sud. Ils ont où? Il est là. Bonsoir. 2 internautes santé sur 3 aujourd'hui ont recours à l'automédication. 50% des médicaments ne sont pas correctement utilisés. FlashMed arrive pour limiter ce mésusage. Comment ça marche? C'est très simple. Le patient rentre ses données de santé, poids, taille, âge, sexe, pathologie, allergie, etc., etc. Et il renseigne ensuite les traitements en cours via un système de flashcode. À quoi ça sert concrètement? Le patient a un nouveau traitement, il flash le pack du nouveau médicament et FlashMed lui indique instantanément si ce nouveau traitement présente des risques pour lui. Nos avantages, fiabilité, sécurité. Fiabilité car FlashMed utilise la base de données Vidal. Sécurité car le système de flashcode nous permet d'éviter toute erreur lors de la rentrée de données. Designer, graphiste, développeur, venez nombreux. Merci. Merci. Alors, nous avons nos aficionados. Hein. Allez Frédéric, c'est encore à toi. Bon, voilà, ok, très bien.
Patrick Chenbeau, c'est à toi. Bonsoir, je m'appelle Patrick. Ma mère est décédée au mois de janvier dernier. Et depuis, mon père, 78 ans, hypertendu, diabétique, vit seul. Ce que je vis, c'est une situation que beaucoup vivent. Et en fait, bien évidemment, on est très inquiet sur l'avenir et la vie de mon père. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse partager des informations avec mon entourage pour mieux avoir des informations sur la vie de mon père. Donc, ce que l'on développe, l'idée, c'est une application sur smartphone, sur Android, dans laquelle on va pouvoir partager des informations quand on le voit ou quand on l'appelle. C'est une forme d'agenda ou de journal dans lequel qui va être ouvert à l'ensemble de l'entourage, que ce soit les voisins, les amis, le personnel médico-social ou les médecins. Ce que l'on cherche, c'est un développeur Android, des designers et bien évidemment du personnel médical pour nous dire quelle est l'implication de ce genre d'application, de ce genre de système dans la vie du médecin. Merci Patrick. Alors après, j'avais un projet mais je pense qu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas là. Et le projet 33, Sébastien, il est là Sébastien? Je l'ai pas vu moi. Ah mais il est là. Bonsoir, en fait moi c'est Thibaut, c'est pas Sébastien mais c'est pas grave. Donc moi je suis développeur, porteur du projet 33 qui s'appelle Senectus. Le projet est parti d'un constat simple. Aujourd'hui il y a 1,2 million de personnes en France qui touchent l'APA, donc l'allocation pour les personnes en perte d'autonomie. Ça veut dire qu'il y a possiblement 1,2 million de familles comme Philippe juste avant. Donc nous on a envie de créer une solution à ça. Donc c'est créer un réseau social sécurisé, fermé, centré autour des interactions entre la personne en perte d'autonomie, la famille qui est autour d'elle, et puis bien sûr le professionnel de santé. Donc de quoi on a besoin? Évidemment de professionnels de santé pour nous aider à concrétiser notre projet, à avancer dans notre réflexion. Et puis au-delà de ça, des avocats, des juristes, et puis bien sûr n'importe quel développeur ou designer qui est prêt à venir nous aider, prêt à rentrer dans l'aventure, etc. Voilà, merci. Et surtout, dites 33. 33. Merci. Donc on arrive presque sur la fin et je vais te demander, Jérôme, ce que tu en penses de tous ces petits défis. Toi qui es à la ZIP, dois quand même en voir passer des projets. Alors c'est vrai qu'à la ZIP, on voit passer énormément de projets d'entrepreneurs, de start-up ou d'entreprises installées. Moi, je vois dans un concentré de quelques dizaines de minutes ce soir beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Et surtout, je pense qu'il y a dans la salle énormément de développeurs de talent. Les Français sont probablement aussi bons que les Canadiens. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et bravo à tous. Merci. Alors, je crois que ça va être bientôt notre dernier projet. Aurélien. Non, il y a encore pas mal de projets. Alors oui, bonsoir, salut. Donc moi je représente Alsace Santé. On a un projet c'est le numéro 34, souvenez-vous-en bien, 34. Donc en fait c'est un défi en adressant en priorité les personnes fragiles comme les personnes handicapées et les personnes qui sont dépendantes comme les personnes âgées. Pour qui un déplacement vers le médecin généraliste ou spécialiste est devenu problématique parce que risqué pour leur santé ou impossible du fait de leur état de santé. Alors notre défi, le numéro 34, c'est de réaliser une ingénieuse et magnifique interface graphique pour la télémédecine, pour faciliter donc la prise en charge à distance par un médecin. Donc nous proposons à des geeks, designers, développeurs, formés ou en formation, de venir participer à une expérimentation stimulante dans le but de contribuer sous licence Creative Commons, donc librement, à proposer une vision de ce que peut être l'interface graphique idéale pour la télémédecine. Si vous êtes bon et motivé, venez nous rejoindre. Et si les résultats sont excellents, ce qu'on ne doute pas, Alsace Santé, que je représente, les publiera. Merci. Merci Aurélien. Alors, l'équipe de JFK est venue ce soir aussi avec des applications. Léna, c'est à toi.
Bonsoir, je m'appelle Léna, donc je suis le chef de produit de Dosewatch. Comme vous l'a expliqué Thierry, il est très important aujourd'hui de gérer les doses de rayons X qui ont été émises aux patients. Et donc on a 300 sites installés, donc ça commence à venir. On commence à avoir des hôpitaux qui mettent en place ce type de solution, qui mettent en place des démarches d'optimisation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les patients sont mobiles et on fait jamais 2 examens au même endroit. Et donc, on a un hôpital qui nous suit, mais on n'a pas d'historique global. Et avec tous les objets connectés qu'on a sur notre iPhone, on sait combien on pèse, on sait combien de pas on a fait dans la journée. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui avec l'application Dosewatch, c'est d'avoir aussi votre dosimétrie et que le patient soit au centre de la gestion de dosimétrie et soit le porteur de son dossier de dose. Et donc, ça permettra au patient de suivre sa dosimétrie, la stocker, la gérer, et aussi aux différents établissements de pouvoir communiquer. Ça va être un outil de communication pour eux sur leurs bonnes pratiques. Et Merci. Et une deuxième application de chez JFK. Florian, c'est à toi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Florian, je travaille aussi chez General Electric. Donc aujourd'hui je vais vous parler de benchmarking et de rayons X. Alors les rayons X utilisés en imagerie médicale, ils sont nécessaires au diagnostic et au traitement de nombreuses pathologies. Mais comme l'a très bien décrit Thierry tout à l'heure, ils ont aussi un impact négatif sur la santé du patient. Donc il va être nécessaire d'optimiser leur utilisation afin de maximiser le rapport bénéfice sur risque pour chaque patient. Donc, pour répondre à ce besoin, il existe déjà de nombreuses applications de management de la dose comme Dosewatch, donc qui permettent d'avoir une optimisation locale au sein d'un établissement. Mais cette situation, elle a créé un réel besoin de se connecter à d'autres établissements, de partager des bonnes pratiques afin de se lancer un peu plus loin dans l'optimisation. Et c'est d'où l'intérêt d'imaginer un réseau social international, une interface avec des communautés pour partager, pour échanger, pour comparer des données, pour aller plus loin dans une démarche globale. Merci Florian. Et on arrive au dernier projet de Julien Essa, l'assistant de diagnostic du médecin. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis entrepreneur en e-santé et je voudrais vous proposer de travailler ce week-end sur un outil d'assistance au diagnostic pour les médecins. L'idée de l'outil, en fait, ce serait de permettre aux médecins d'obtenir un ensemble de diagnostics probables avec leur probabilité en fonction de différents symptômes. Donc ça permettrait aux médecins d'avoir sur leur radar non seulement les diagnostics les plus évidents, mais surtout les diagnostics qui sont moins probables et moins évidents. Le projet a besoin de développeurs qui s'attelleraient à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait analyser des bases de données de type PubMed ou le Vidal pour en extraire des liens entre les symptômes et les diagnostics, et bien sûr des professionnels de santé pour pouvoir définir le cadre d'utilisation et les fonctionnalités du produit. Merci. Merci, merci. Alors voilà, on est arrivé au bout. Alors, peut-être que encore parmi vous, il y a des gens qui auraient envie de proposer un défi. Peut-être que ça vous a motivé. Donc, si dans la salle, il y a des gens qui auraient envie de proposer encore quelque chose de nouveau, n'hésitez pas. Venez sur scène. Laurent, ouais, Laurent, il en a des idées. Hein. Non? Personne n'est motivé? Bon, bah c'est déjà pas mal. Hein. Avec 35 projets, je pense qu'on va déjà bien s'amuser pendant tout le week-end. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, il va falloir trouver une équipe. Et peut-être que tous les projets ne seront pas pris. Hein. C'est même sûr. Donc, il va falloir convaincre. Maintenant, vous avez essayé de convaincre sur scène. Il va falloir convaincre maintenant, tout en mangeant votre lasagne. L'équipe idéale, on dit que c'est 6 à 10 personnes. Non, bon, si on n'est pas, rien n'est fermé. Mais en tout cas, si on veut faire quelque chose de bien, c'est à peu près ça qu'il faut arriver à faire. Avec au moins un professionnel de santé, au moins un développeur, au moins un designer. Sachez que la fusion de projets est autorisée. Donc si à un moment donné, vous voyez qu'il y a 2 projets qui vont bien ensemble, n'hésitez pas à parler avec les autres, etc. On est aussi là pour ça. On est aussi là pour échanger avec toutes les équipes et pour s'améliorer. Chose importante, le Sparkboard.
Tout le monde est connecté au Sparkboard ici? Bon, c'est bien. Alors c'est important parce que ça va être l'outil qui va nous permettre de voir, et aux coachs aussi, de savoir quelles sont les équipes, comment elles sont faites. Alors jusqu'à maintenant, c'était libre. C'est-à-dire que tout le monde se regardait, moi ce projet-là m'intéresse, ce projet-là m'intéresse. Une fois que vous aurez choisi votre équipe, eh ben, il faudra mettre à jour le Sparkboard pour dire dans quelle équipe vous êtes. Et à la fin, c'est important parce que c'est l'outil qui va nous permettre de faire le vote. Donc voilà, donc on vous demandera, on vous le rappellera, essayez de mettre à jour le Sparkboard. Et voilà, et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à constituer votre équipe. Et merci en tout cas à vous d'être venus ce soir, et je vous souhaite un super week-end. On va vous coacher jusqu'au bout. Et puis courage!